Mais quand on parle de culture scientifique, on ajoute donc un adjectif au mot culture. Sous-entendu, c'est une partie de la culture. Il y aurait la culture avec différentes connotations littéraires, philosophiques, artistiques et en plus scientifiques, comme si c'était une partie un peu à côté du reste. Et moi, je pense qu'en 30 ans, si j'en crois ce que j'ai observé, cette culture dite scientifique, elle est devenue très diffuse. On ne sait pas très bien où elle se localise, sur quoi elle porte, ni quels sont les bons moyens de la diffuser. Le slogan qui, moi, m'a fait m'engager dans la vulgarisation, comme on l'appelle, c'était l'idée qu'il fallait mettre la science en culture. C'est-à-dire la faire entrer dans la culture avec presque une injonction politique. Pour être un bon citoyen, il faut connaître le b.a.-ba du nucléaire, de la génomique, du changement climatique, dont on commençait à parler à cette époque-là, etc. Et cette injonction, si j'en dresse le bilan aujourd'hui, elle est complètement inefficace. Personne n'a le sentiment que pour être un bon citoyen, il doit connaître l'équation de Schrödinger ou la chromodynamique quantique. Autrement dit, la bonne façon de faire, c'est d'inverser le slogan et de mettre de la culture dans la science. C'est-à-dire de montrer comment elle s'est construite, comment les connaissances ont été acquises, et de voir comment les passions, les subjectivités diverses des acteurs ont fini par fabriquer, par la discussion, le conflit, la controverse, une forme d'objectivité qui est l'objectivité de la science. Et ce qui a changé aussi en 30 ans, c'est que les formes de la médiation ont été bouleversées par le fait que les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances, des croyances, des faits, des opinions, des commentaires, des arguments, des fake news. Et les statuts respectifs de ces différentes choses se contaminent mutuellement. Les connaissances sont perçues parfois comme des croyances d'une partie de la communauté, scientifique en l'occurrence. Les croyances sont considérées comme des connaissances. Et tout ça fait quelque chose d'extrêmement confus. Et on pourrait se dire la parade pour remettre de l'ordre dans ce qui relève de la science et de sa transmission, ce serait de parler d'histoire des sciences. Mais l'histoire des sciences, c'est un monde infini, confus, avec plein de controverses. Et quand on la raconte rapidement, en général, on la présente comme une démarche rationnelle qui fait que, à partir du moment où monsieur Untel a émis telle idée théorique, monsieur Bidule va faire une expérience pour la vérifier, comme s'il y avait une rationalité à l'œuvre tout au long. Quand on regarde en détail, on voit que c'est beaucoup plus compliqué et que c'est une histoire en fait impossible à raconter. Et donc moi je pense que la bonne parade pour lutter contre la confusion, c'est non pas de faire des cours d'histoire des sciences, mais à chaque niveau du parcours scolaire, depuis la maternelle jusqu'au cycle supérieur, de raconter une fois par an l'histoire en détail d'une seule découverte, en montrant exactement comment ça s'est joué, en montrant que ceux qui ont à la fin gagné n'étaient pas forcément les plus intelligents. Il y avait peut-être des arguments en face qui étaient tout aussi subtils. Simplement, la nature ou le réel a tranché pour une idée plutôt qu'une autre, sans que ça ridiculise les idées qui ont perdu. Par exemple, on raconterait comment on a su dans l'histoire des idées que la Terre est ronde. Je suis arrivé à un cours à Centrale, je devais donner un cours en amphithéâtre, et je suis arrivé en avance. Mes élèves étaient, enfin, certains étaient déjà là, rassemblés en petits groupes. Je me suis approché d'eux et j'ai entendu qu'ils discutaient de la rotondité de la Terre. Et en fait, ils se moquaient de ceux qui pensent que la Terre est plate, qu'on appelle les platistes. Et je me suis approché d'eux et je leur ai dit, mais c'est bien de se moquer des platistes. En effet, ils sont un peu ridicules, même si leurs arguments, très nombreux, sont très travaillés et peuvent convaincre. Mais vous-même, qui savez que la Terre est ronde, est-ce que vous seriez capable de me dire comment on a su, dans l'histoire des idées, qu'elle est ronde? Qui, quand, comment, avec quels arguments, à quelle époque, etc. Et là, il y a eu un grand flottement. Et au bout de quelques secondes ou minutes, je ne sais plus, certains ont avancé que c'est Galilée qui a démontré que la Terre est ronde. Donc on a affaire à des jeunes gens
sûrs de leur savoir, qui pensent que Magellan est parti sur une terre plate. Et là, ça m'a quand même alerté, puisque ça montrait que, en fait, nous tous qui avons beaucoup de connaissances scientifiques, nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. C'est-à-dire, nous ne savons pas dire ce par quoi, dans l'histoire des idées, elles ont acquis le statut de connaissance qui les a démarquées du statut de croyance. Et ça nous fragilise beaucoup. Parce que ceux qui ont des croyances, et quand je parle de croyances, je ne pense pas aux croyances religieuses, hein, on a tous des croyances. Mais ceux qui ont des croyances sont beaucoup plus prosélytes et militants que ceux qui ont des connaissances. Et je pense que si les scientifiques ne deviennent pas rapidement des militants de la connaissance, les militants de la croyance risquent de gagner la bataille. Moi, après cette anecdote que j'ai racontée, j'ai été quand même un peu choqué. Et donc, je suis allé voir un éditeur qui s'appelle Humaine 6. J'ai raconté l'anecdote et j'ai dit à cet éditeur, il faut agir en créant une collection qui s'intitulerait Comment a-t-on su ? Qui serait le pendant du que sais-je. Et le premier livre va sortir dans quelques semaines et il s'appelle Comment a-t-on su que la Terre est ronde ? Écrit par un astrophysicien italien qui s'est passionné pour l'histoire et qui a découvert en travaillant toutes sortes d'arguments et d'éléments dans l'histoire qu'il ignorait. En apprenant cela, en effet, on apprend le contexte, on apprend des méthodes, on apprend de la politique, on apprend des histoires de la civilisation, et donc on apprend énormément de choses. Et c'est là que l'imbrication de la science et de la culture devient maximale, et que les deux, finalement, sont inséparables l'une de l'autre. Et je crois que c'est des choses qui peuvent aider à contester une part du relativisme ambiant, consistant à dire que finalement toutes les opinions se valent et les connaissances sont simplement des croyances qui auraient acquis un pouvoir d'autorité légitime.